Merci. Donc, je vais poursuivre. Moi, j'ai intitulé ma communication « Une société de l'enfermement, la prison au-delà des barreaux » dans l'œuvre de Nadine Gordimer. Donc, Nadine Gordimer est une auteure et militante sud-africaine blanche qui reçoit en 1991 le prix Nobel de littérature. Son œuvre massive, à laquelle elle travaille encore de nos jours, est composée de recueils de nouvelles, d'essais et de nombreux romans qui dénoncent le contexte d'oppression dans lequel elle vit et mettent en scène des personnages aux prises avec des questions identitaires. Dans son roman de 1979, Burger's Daughter, Nadine Gordimer met en scène l'émancipation de Rosa Burger, dont les parents, des activistes anti-apartheid bien connus, meurent en prison. Dans cette présentation, nous nous proposons de lancer les pistes à une exploration de l'expérience de l'emprisonnement dans la littérature sud-africaine de l'apartheid, en prenant pour exemple ce roman de Gordimer. Dans Burger's Daughter, peut-être plus que dans toutes ses autres fictions, on sent l'importance du contexte politique, en y intégrant non seulement de réels événements, mais également des documents historiques, comme le manifeste du Conseil étudiant des responsables de la révolte de Soweto en 1976. Gordimer brouille la frontière entre la réalité et la fiction, qui semble déjà glissante en contexte d'oppression. C'est ce déplacement qui nous autorisera à faire un rapprochement avec de réels témoignages d'activistes. Gordimer considère que le travail d'écrivaine est de fournir un appui aux luttes qui se jouent dans la rue, en mettant en scène son expérience de la vie et par conséquent des pouvoirs oppressifs qui sont à l'œuvre dans la société. L'enfermement est une des techniques de répression les plus directes et bien évidemment, l'imaginaire de la prison parcourt la littérature sud-africaine. La prison n'y est plus seulement un lieu de punition où des individus purgent une peine dictée suite à un jugement. D'autant plus qu'en 1963, l'emprisonnement sans procès est rendu légal sans que l'état de guerre n'ait à être déclaré. Il est estimé que seulement 5% des détenus sont alors incarcérés pour avoir enfreint la loi. Bien souvent, les prisonniers sont relâchés des mois ou des années plus tard sans que la moindre charge ne soit retenue contre eux. Dans de telles circonstances, la prison s'étend au-delà des murs et des barreaux, jusque dans les domiciles et à même les corps. Dans Surveiller et punir, Michel Foucault décrit les circonstances de la naissance de la prison qui succèdent au supplice comme moyen de punir et l'impact qui résulte de ce changement de système de régulation dans la société. Pour lui, le supplice avait comme objectif d'imprimer sa marque sur le corps du condamné, alors que la prison, bien qu'ayant un effet indéniable sur le corps, viserait plutôt l'âme, pour reprendre l'expression de Foucault, ou l'état d'esprit pour le dire autrement. Au lieu de punir un coupable, la prison force sur ses occupants une discipline qui a pour but de redresser, de reformater et de rééduquer. Pour que le processus de contrôle fonctionne et que le détenu subisse le sort auquel on le destine, l'espace carcéral est planifié et divisé. Je cite Foucault, « À chaque individu sa place, en chaque emplacement un individu. L'espace disciplinaire tend à diviser en autant de parcelles qu'il y a de corps ou d'éléments à répartir. Il faut annuler les effets de réparation indécise, la disparition incontrôlée des individus, leur circulation diffuse. Il s'agit d'établir les présences et les absences, de savoir comment et où trouver chaque individu, d'instaurer les communications utiles, d'interrompre les autres, de pouvoir à chaque instant surveiller la conduite de chacun, l'apprécier, la sanctionner, mesurer les qualités ou les mérites. Procédure donc pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. La discipline organise un espace analytique. » Fin de la citation. Cette description de l'espace carcéral et de ses fonctions, ce souci d'attribuer une place à chaque individu et de contrôler leurs déplacements, semble être à la base même de ce système de division qu'est l'apartheid. Le Parti national, qui est élu au pouvoir avec le slogan « Le nègre à sa place », implanta des lois telles que le Group Area Act, qui assigne à chaque race une zone d'habitation prédéfinie et stricte. Connie Mofokeng, une militante ayant vécu la prison, dira d'ailleurs « It wasn't so different from the kind of life we lived outside, where I never knew what was going to happen from one day to the next. » Même si les murs de la prison sont sans doute le plus visible des dispositifs de contrôle mis en place, l'enfermement devient le principe qui régit cette société tout entière. Il n'est donc pas étonnant de voir les techniques de contrôle, sous leurs formes diverses et multiples, prendre autant de place dans la fiction de Gordimer. Burger's Daughter met en scène tout un éventail de mesures de contrôle, comme l'assignation à domicile, la surveillance téléphonique, l'exil et le renforcement des frontières internationales. La prison joue également un rôle majeur dans le roman.
Condamné à la prison à vie, le père de Rosa y meurt supposément des complications d'une infection. Lorsque la jeune fille réclame le corps de son père pour les funérailles, les autorités le lui refusent. Et je cite, « La peine d'emprisonnement à vie était accomplie, mais l'État réclamait le corps. » Cette courte phrase, en apparence simple, sous-entend bien des choses. D'abord que le contrôle que l'État exerce sur les prisonniers ne s'arrête pas à la peine qu'ils purgent, mais surtout que le corps de Burger, preuve physique du traitement vécu en prison, ne doit pas faire irruption dans la sphère publique. Pour Foucault, la torture comme dispositif de régulation de la société offre le corps du supplicié comme un spectacle. Lors de l'avènement de la prison, l'objet à transformer passe du visible et du matériel, le corps, à l'invisible, l'âme. La violence physique, maintenant exercée en huis clos derrière les murs, participe donc d'un imaginaire qui se répand dans la société, mais qu'on ne donne plus à voir. Fezziway Bukolan, une autre militante anti-apartheid qui fut emprisonnée pendant près de 6 ans. Dans une entrevue menée par Diana Russell, elle témoigne de son expérience. « I became ill with typhoid while I was there. When my mother came to visit, they said, you have come on the wrong date. It's supposed to be your husband today. They did so because they didn't want my family to see the condition I was in. » La souffrance du condamné n'est plus un spectacle, mais une rumeur qui court. Par contre, il n'y a aucun doute que la discipline de la prison fait sa marque sur le corps, non seulement par la torture physique ou sexuelle, le rationnement alimentaire, le contrôle de l'hygiène, mais également par le caractère strict de l'emploi du temps imposé aux détenus. Bien souvent, les prisonniers sont soumis pendant leur peine aux travaux forcés. Cette utilisation force une rentabilité du corps des prisonniers qui devient un corps soumis, comme l'écrit Foucault. Une anecdote racontée par Hélène Mohamed, une autre militante interviewée par Russell, démontre l'ampleur que prend cet assujettissement du corps. I used to bite my cuticles when I feel hurt, but I didn't in prison. I remember being so proud of that. It was a way for me to maintain control. Le réconfort et le symbolisme de ce geste banal en disent long sur le rapport de la détenue avec son corps. En ne montrant pas l'état de ce corps soumis, en les disséminant et les isolant, l'imaginaire qui s'y rattache s'étend jusqu'à atteindre toutes les sphères de la société. La présence physique se déplace et c'est la prison qui marque le paysage du roman de Gordimer. Et je cite, « Et soudain une vision du passé. Le bâtiment officiel dans le décor d'un ancien parc, les maisonnettes des gardiens en rangée, en bon ordre sous le soleil, la prison couleur sang de bœuf avec sur la rue sa façade, sans fenêtre, les ouvertures étroites sur les flancs avec des barreaux sombres. Impossible de se rendre compte à laquelle devait correspondre telle ou telle pièce ou telle cellule. » Fin de la citation. Rosa essaie de deviner ce qui se passe à l'intérieur pour combler la distance et l'incertitude. L'absence du corps des détenus devient obsédante, surtout lorsqu'on l'oppose à l'omniprésence des policiers et des gardes. Et je cite, « Les visiteurs et les prisonniers faisaient la... Les visiteurs des prisonniers faisaient la queue au bureau de poste de la ville, côte à côte avec les gardiens. On avait l'impression d'être en prison alors qu'on voulait simplement affranchir une lettre. » Fin de la citation. Les gardiens sont ici représentés sans détenus, alors que geôliers et prisonniers vont généralement de pair. Le spectateur ne peut donc que s'imaginer combler le rôle manquant, celui du coupable. La peur de la prison est donc constante et infiltre la quotidienneté de l'existence. La répression est du domaine du familier pour Rosa, tel que le démontre cet extrait. Pendant quelques instants, la série des perquisitions et des arrestations et des procès défila sous ses yeux comme les photos d'un album de famille. Fin de la citation. Le rapprochement entre l'album photo et la répression politique souligne que les mesures de contrôle contaminent même ce qu'il y a de plus privé et d'intime. De plus, il sous-entend que la répression est une histoire de famille. En effet, dès l'emprisonnement de son père, Rosa est surveillée, même si elle ne choisit pas de s'impliquer dans le mouvement anti-apartheid. Dans un désir de se séparer du destin et de cet héritage familial, elle rêve de visiter l'Europe. Par contre, elle sait très bien que sa demande de passeport sera refusée. Les frontières internationales sont très difficiles à franchir légalement durant l'apartheid, surtout pour la fille de Burger. Rosa parvient néanmoins à obtenir un passeport falsifié et quitte pour la France en n'ayant aucune intention d'en revenir. Par contre, suite à des rencontres marquantes, Rosa fait la paix avec le poids de l'héritage de son père et revient en Afrique du Sud pour intégrer la lutte anti-apartheid. Si les premières lignes du roman laissent voir Rosa Burger, âgée de 14 ans, debout devant la prison, en attendant de pouvoir visiter sa mère,
La toute fin présente Rosa à l'intérieur de la prison. Cette fois, c'est elle qui attend une visite. En décrivant la cellule dans une lettre, Rosa décrit le même reflet de lumière que décrivait son père plusieurs années auparavant. On comprend alors que la jeune femme occupe la même cellule que son père. L'emprisonnement devient donc pour Rosa un inévitable retour aux sources, une réconciliation avec son héritage familial et avec son rôle dans une lutte qu'elle accepte comme la sienne. Merci.